Monsieur Vladimir, nous avons encore notre spécialiste en politique internationale. Ça fait belle lurette. Qui nous fait languir, j'imagine, ces jours-ci? Oui, hein? En tout cas, quand il y a des gros dossiers, nous n'avons guère le choix que de faire appel à notre spécialiste. Bonjour, Madoua. Madoua, je pense qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de deux dossiers, entre autres, le dossier des peuples autochtones, des Premières Nations, le barrage, ou barricade, je sais Oui, pas trop comment, le le blocage des blocage. voies ferroviaires. Ouais, et puis tu vas nous parler un peu de ce qui se passe du côté de nos voisins du Sud Oui, la pour la... victoire éclatante, en fait, surprenamment, la victoire éclatante de Bernie Sanders au Nevada cette fin de semaine. Donc, commençons avec le dossier des Autochtones, Madoua. Oui, donc on le sait, donc depuis, on est rendu à 17 jours, Quand même, 17 jours, je deux, pense, aujourd'hui. deux semaines, là. Oui, déjà dans un peu Complet. plus de semaines, donc on se souviendra. Donc, la crise a commencé donc, au moment où le premier ministre Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, donc, était en tournée en Afrique subsaharienne, en Afrique en général, mais surtout subsaharienne, donc pour être en mesure de convaincre l'Union africaine et les leaders donc, de différents pays d'appuyer la candidature du Canada pour obtenir un siège de sécurité non permanent À l'ONU. exactement, à l'ONU, dont on avait parlé donc justement donc en fait en ondes ici donc par rapport à cette initiative du Canada. Donc à ce moment-là, donc la crise avait commencé à germer, mais on se disait bon, ça devrait donc devoir se résoudre de par elle-même. Et donc malheureusement donc le premier ministre a dû annuler sa tournée à la Barbade et a dû revenir donc d'urgence au Canada pour être en mesure de régler cette crise qui perdure. Donc on se souviendra des faits, parce que parfois on a discuté à comprendre exactement ce qui se passe. Donc on a les chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en qui sont contre la construction du gazoduc Coastal GasLink de TC Energy, donc qu'on connaît sous le nom TransCanada, en fait son ancien nom, donc qui est un peu plus, en fait, qui résonne peut-être un peu plus aux oreilles de nos auditeurs, puisque bon, entre-temps, ils ont changé donc leur image publique. Donc, ce projet, donc, qui est entièrement de juridiction provinciale, a commencé en Colombie-Britannique. Ça fait quand même plusieurs années, parce qu'on s'entend, il y a des consultations qui ont dû se dérouler donc, à l'époque. On a dû avoir une évaluation donc, du bureau d'évaluation environnementale provinciale à l'époque. Donc, toutes ces étapes-ci ont été franchies et on savait que les chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en s'opposaient au projet. Par contre, donc pour comprendre un peu l'origine de cette crise-ci, se dire, ben, en fait, si on savait qu'il y avait cette opposition-ci, pourquoi est-ce qu'on est allé de l'avant avec le projet? C'est qu'en fait, au Canada, donc on a la loi qui porte un nom... peut-être pas toujours adapté à la réalité d'aujourd'hui, mais donc la loi sur les Indiens, la loi sur le statut de l'Indien qui donc s'applique aux Premières Nations et qui établit un système électoral qui crée des conseils de bande qui sont élus donc au niveau exactement au niveau autochtone, donc au niveau donc de leur nation, et ces chefs de ces conseils de bande là ont, pour leur part, approuvé le projet. Ce qui se passe au niveau autochtone, c'est qu'on questionne cette légitimité-là parce qu'on se dit, ben, c'est une loi donc, de juridiction fédérale qui a été établie par le gouvernement canadien et non pas par les Premières Nations, en fait, par les Premières Nations elles-mêmes. Donc, les chefs héréditaires de la nation donc, Wet'suwet'en donc, veulent négocier donc, de nation à nation en se disant que le système de conseil de bande est, pour leur part, illégitime. Et même si les chefs de bande au niveau autochtone donc, ont approuvé la construction donc, du gazoduc Coastal GasLink, en fait, des emplois au niveau autochtone donc, ont été promis, comme c'est le cas en général, donc depuis de plus en plus, de toute façon. Donc, chaque fois qu'il y a un chantier pour un pipeline, un gazoduc qui est mis en place, donc vraiment ce processus de consultation-ci avec les Premières Nations autochtones à l'échelle du Canada, c'est un processus qui se déroule, donc qui se fait. Donc, manifestement, donc c'est ce qui a été fait, mais les promoteurs ont décidé donc de prendre le risque. Donc,
comme quand on est en affaires, donc il y a des risques d'affaires qui sont mis de l'avant. On évalue le tout et on décide est-ce que la probabilité que le risque se manifeste est grande. S'il se manifeste, quel sera l'impact de ce risque-ci? Et à travers cette échelle-ci, on prend des décisions, on regarde l'ensemble et on se dit on va de l'avant quand même si on pense que ça en vaut la peine ou on recule et on ne poursuit pas avec notre projet d'affaires si ce n'est pas le cas. Donc ici, manifestement, TC Energy a décidé d'aller de l'avant avec le projet, sachant, comme le gouvernement de la Colombie-Britannique le savait également, qu'il y avait une opposition au niveau des chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en. Puis peut-être là-dessus, faire la distinction, donc on a parlé des conseils de bande où ce que les chefs sont élus selon les prémices et donc les principes de la loi fédérale, mais les chefs héréditaires, donc pour leur cas, donc ont un certain droit ancestral, une autorité morale autre qui est revendiquée ici et qui fait en sorte que donc, ces chefs-là se disent non, nous, dans ce cas-ci, nous, on pense que les chefs les chefs de bande, les chefs du conseil de bande n'ont qu'une autorité sur les réserves. Et ici, on parle donc de notre territoire non cédé qui est hors réserve. Donc, nous devrions avoir l'autorité morale, même si elle n'est pas reconnue légalement, nous devrions avoir l'autorité morale sur cette décision-ci qui ne concerne pas les chefs de bande. Mais est-ce que c'est pas prévu tout ça, dans la loi constitutionnelle de 1867, parce que tu viens de parler des affaires ancestrales dans le temps? Est-ce qu'on peut non, penser... absolument pas à tout niveau. On s'entend, on parle de réconciliation depuis quelques années ici, donc depuis, en fait, Paul Martin, donc au milieu des années 2000, a fait des grands pas au niveau de la réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, on l'a vu par la suite, Stephen Harper, en 2010, a signé la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, qui avait été adoptée en 2007. Un droit de regard, je pense. Le peuple autochtone. Ah, d'accord. Donc, c'est regard. OK, oui, sur les projets. Donc, sur les projets, là, tout ce qui se passe là, sur l'île. Là. C'est exactement. Donc, au Canada. Donc, en fait, ce sont deux choses différentes. Donc, au niveau international, donc pendant de nombreuses années, ce qu'on s'entend. Donc, oui, au Canada, on a des peuples autochtones, mais il y en a également aux États-Unis, il y en a également en Europe, on a beaucoup en Australie, en Nouvelle-Zélande. Un petit peu partout dans le monde. Exactement. Donc, dans plusieurs pays occidentaux, on a à gérer, en fait, les gouvernements de ces pays-là, donc, ont à gérer les enjeux de nature autochtone. Donc, au niveau des Nations unies, en 2007, cette déclaration-ci a été adoptée qui demande qu'il y ait une consultation au niveau des différentes nations autochtones lorsque certains, en fait, des projets de cette nature-ci, donc des projets qui touchent leur territoire, et dans ce cas-ci, donc des territoires non cédés, ont lieu. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé à cette étape-ci. Mais ensuite, donc, le Canada, en 2010, a ratifié la déclaration. Donc, il ne l'avait pas fait en 2007 lorsque celle-ci a été adoptée par les Nations unies. Donc, en 2010, donc, Stephen Harper a ratifié cette entente-ci. Donc, elle a préséance ici au Canada. Okay. Puis, même la Cour suprême, là, si je Ah, d'accord. Et puis, OK, donc je pense que je vois un peu ce que tu essaies d'en venir. Donc, au niveau de la Cour suprême, donc on parle en fait d'autres choses. Je ne suis en aucun cas une spécialiste en droit autochtone, donc il faut le rappeler. Donc, ce n'est pas... je ne parle pas donc à titre de spécialiste donc à ce niveau-ci, mais oui, donc de façon générale, donc je sais que la Cour suprême, oui, donc dans les dernières années, en est venue avec une décision donc qui parlait de l'obligation de consultation des nations autochtones. Mais il faudrait vraiment que je penche un peu plus là-dessus si on voulait parler de la décision de la Cour suprême. Donc, faudrait avoir une autre conversation. Non, si je comprends bien, c'est comme une affaire d'argent, de beaucoup de sous. Ouais, de ce projet de 6,7 milliards de dollars. Peut-être que tu fais allusion à l'arrêt Tiohtià:ke, peut-être... Oui, c'est un projet de 6 à 7 milliards de dollars. On aura peut-être l'occasion. Donc, ça veut dire que quand même, on parle d'une question de sous. De sous. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours des sous. Donc, entre quoi Mais c'est toujours le cas. Donc, entre les chefs héréditaires et les chefs de bande. Là. Les chefs de bande ont approuvé, si je comprends bien. Et voilà, donc les chefs de bande ont approuvé le projet. Oui. Mais les chefs héréditaires ont dit non.
Exactement. Donc, Ils les se chefs sont opposés. héréditaires se sont toujours opposés. Cette opposition donc était connue de la part des promoteurs du projet, était connue du gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, parce qu'on le rappelle, donc le projet ne traverse pas les différentes provinces, donc part d'un point A à un point B à l'intérieur de la Colombie-Britannique. Donc, seule la Colombie-Britannique était donc, la OK. juridiction responsable du projet. Donc, ils ont toujours été au courant de cette opposition-ci pendant toutes les démarches de mise en œuvre du chantier de construction du gazoduc Coastal GasLink. Donc, nous OK. risquons Donc, d'avoir un beau c'est problème une question entre, d'argent qui parle. entre autres, puis nous risquons d'avoir aussi un beau problème entre provincial, fédéral Mais oui, et parce que avec là, les Premières un peu plus Nations. gros, parce Eh bien, que même les Nations Unies aussi, là, c'est compliqué. C'est Donc, beaucoup plus complexe que prévu. c'est pas simple. C'est pas simple. c'est pas simple, mais pour que les gens comprennent puis se disent, peut-être à la fin de la journée, donc la dernière question de la population en ce moment, puis surtout au Québec, parce qu'on se dit, ben, ça se passe en Colombie-Britannique, donc pourquoi nous sommes affectés? C'est de comprendre que ça fait, puis encore une fois, donc sans me cautionner, sans dire que je suis experte en la matière. Donc, on parle donc d'un enjeu d'affaires publiques. Donc, je suis capable de me prononcer sur la partie qui concerne donc les affaires publiques. Je comprends donc du phénomène que le fait de bloquer des voies ferrées constitue une manière de manifestation assez... Ben, ça fait parler d'un média, entre Non, autres. mais pas juste ça, mais c'est que c'est une façon donc, régulière. Donc, il y a différents types de manifestations. Donc, les gens qui sont dans les différentes communautés activistes, donc, parfois utilisent des méthodes plus novatrices, parfois des méthodes qui sont plus traditionnelles. Donc, ici, on parle quand même d'une méthode qui a été employée par différentes nations, notamment donc, la nation Mohawk. Donc, on a repris ce mode de manifestation pour faire bouger les choses. Exactement. Pour manifester son mécontentement. Donc, Madoua, Bernie Sanders. Ah, OK, maintenant. OK, on fait ça maintenant. On va parler de ton dossier parce que c'est ton dada, la politique américaine. Oui. Donc, parle-nous Spécialiste politique américaine, oui. Parle-nous de la victoire de Bernie Sanders au Nevada. Je dirais que quand j'ai vu la nouvelle, j'étais assez étonnée de ce qu'on voit. On voyait il avait le vent dans les voiles, on l'a vu avec Iowa, on l'a vu avec New Hampshire, malgré tout. Donc, on se disait, OK, bon, Iowa, New Hampshire, bon, il avait eu donc des très bons résultats la dernière fois, en 2016. Donc, c'est quand même tout petit, le New Hampshire, c'est juste à côté de son État, le Vermont, donc c'est les sénateurs. Donc, il n'y avait pas de surprise là, absolument pas. Puis, il était quand même, les scores étaient relativement serrés avec Pete Buttigieg, le maire de South Bend, Indiana, qui le talonnait d'assez près. Donc, on voyait deux factions se créer à l'intérieur du parti où, clairement, Buttigieg semblait représenter le candidat des modérés et Sanders, le candidat favori des plus progressistes, laissant aller de l'arrière Elizabeth Warren, qui a obtenu des résultats manifestement très décevants. Donc, très décevants pour sa campagne. J'ai quelques connaissances, quelques amis qui sont sur sa campagne et qui étaient très, très, très enthousiastes à l'aube des primaires et des caucus, mais qui se retrouvent donc à cette étape-ci à se demander comment est-ce qu'on va aller de l'avant avec la campagne. Donc, du côté de Warren, donc on a des résultats donc très décevants. Donc, Bernie Sanders, donc, semble être le candidat de l'aile progressiste du parti. Mais avec ce qu'on a vu au Nevada, c'est 46% des voix que Bernie Sanders a remportées, laissant son plus proche adversaire, donc Biden, à environ 19% derrière lui. Donc, c'est plus de la... En fait, il a remporté plus du double. Pratiquement plus du double des voix que Joe Biden. Donc, c'est là dans un État comme le Nevada, donc on n'est pas au New Hampshire, donc on n'est pas au Vermont, donc on n'est pas dans un État où normalement ça aurait dû être le résultat, disons-le. Puis quand on regarde le taux de participation par anticipation, donc les gens qui se sont manifestés, qui se disent OK, donc nous on veut vraiment aller lancer un message et s'assurer que notre candidat entre. On voit donc de mémoire, donc je pense que c'est 750 000 personnes qui se sont présentées par anticipation, donc c'est quand même c'est quand même assez volumineux. C'est 750, pardon, 75 000. Un zéro de plus. 75 000. Donc, c'est quand même assez majeur. Donc, on n'a pas encore les résultats du taux de participation final à cette étape-ci, mais quand on regarde donc ceux de les résultats des taux de participation donc des dernières années globalement, donc on risque peut-être d'atteindre de s'approcher. Je ne pense pas qu'on va atteindre le taux de participation
total de 118 000 qu'on avait eu au Nevada en 2008 lorsqu'Obama était candidat pour la première fois. Mais on est quand même assez confiant de dire, OK, il y a quelqu'un qui a suscité un certain enthousiasme ici. Mon autre question, c'est de se dire, lorsque j'ai vu les résultats, c'était de me demander, OK, mais est-ce que, puisque Biden tire autant de l'arrière, est-ce que les modérés à cette étape-ci, qui ne sont peut-être pas convaincus par le maire de South Bend, Indiana, attendent l'arrivée de Michael Bloomberg lors du Super Tuesday du mardi 3 mars, donc la semaine prochaine. Donc, c'est se dire, peut-être qu'il y a une partie de l'électorat qui n'a pas été convaincue par l'ensemble des candidats à ce stade-ci, qui ne veulent pas donner de délégués à Amy Klobuchar, à Joe Biden, à Pete Buttigieg, donc les trois modérés qui sont en lice en ce moment. Et attendent et se disent, OK, bon, on va voir un peu ce qui va se passer. Donc, c'est ma question, c'est de dire, est-ce que pour moi, ces résultats-ci signifient que Michael Bloomberg est de facto le candidat de l'establishment, le candidat de la faction modérée? C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, mais manifestement, du côté des progressistes, Bernie Sanders mène. En 30 secondes, Madoua, avant de passer à Dr. Jean-Yvon, Michael Bloomberg était dans les débats cette semaine. Il s'était fait pas mal talonner par les autres. Hein? Oui. On a vu le clip viral d'Elizabeth Warren qui le talonne par rapport à la politique de stop and frisk qu'il avait mise en place qui visait les minorités. Exactement. Donc, lorsqu'il était maire de New York, qui visait les minorités, les gens d'origine hispanique ou les Afro-Américains, en se disant, si vous semblez avoir commis un crime ou si vous semblez ressembler à un suspect, la police donc a le droit donc de vous arrêter, donc de vous demander vos papiers. Et on sait que cette politique visait donc de façon disproportionnelle donc les personnes un peu plus vulnérables donc dans la population à New York. Donc il a été fortement critiqué pour cette politique-ci, fortement critiqué par Elizabeth Warren par rapport à son passé et certaines allégations d'agression sexuelle. Elle l'a comparé à Trump sur place. Là. Donc, il s'est pas mal fait talonner, mais j'ai l'impression que s'il est le candidat pour avoir lu The Atlantic, The New York Times, The Washington Post, et voir un peu les commentaires qui se font, les gens qui l'appuient parce qu'ils pensent qu'il est le meilleur candidat pour battre Donald Trump, et c'est vraiment ce que les gens, l'électorat plus modéré recherchent. Et dire que le passé peut rattraper les gens. Merci, Madoua. Avec plaisir. On s'en va directement en Haïti avec le docteur Jean-Yvon Pierre. Allô, docteur Jean-Yvon. Allô, Jean-Gary, et nous saluons tous les studios, Vladimir, Madame Kader, et comment nous est? Nous, très bien, vous-même. Ok, d'accord, profitez de saluer tout le monde qui a écouté l'émission, particulièrement les fans de la rubrique La santé c'est richesse. Il nous oublie patronné par mon argent, mon comptable de M. Jean-Gary Cadet, comptable professionnel agréé pour tous vos besoins en comptabilité, fiscalité et tout. La santé c'est richesse, c'est aussi un partenariat des cliniques médicales Jean Ronvon, situé en Haïti, en Floride, avec un PDG, Dr. Jean-Yvon Pierre, docteur en médecine orientale et architecture. Et le sujet du jour est le sirop d'érable. Les érables, qui relaient Acer saccharum dans nos scientifiques, sont des arbres et des arbustes du genre Acer et de la famille des sapinacées. Les jeunes feuilles d'érable, d'érable sycomore, sont comestibles et permettent d'utiliser, de fabriquer le sirop que nous connaissons comme sirop d'érable. Et pour fabriquer le sirop d'érable, vous savez qu'il faut utiliser le tronc parce que c'est de l'eau qui sort du tronc et de l'érable que l'on utilise pour fabriquer du sirop d'érable. Pour les bénéfices en fait de santé, l'érable est une source essentielle d'antioxydants et nous savons que les antioxydants protègent le corps contre les maladies cardiovasculaires, les radicaux libres du cancer et le vieillissement prématuré. Et le sirop d'érable a un faible index glycémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous souffrez de diabète, le sucre d'érable est meilleur que les autres sucres et artificiels ou sucres raffinés, sucre blanc. Et ça même, il y a des problèmes à quoi. Et le sucre d'érable, le sirop d'érable, il est anti-inflammatoire. Il contient des antioxydants appelés polyphénols
qui aide à prévenir certaines maladies comme l'arthrite, maladie inflammatoire du côlon et les affections cardiaques. Et le sirop d'érable peut être utilisé comme moyen de prévention contre le cancer. L'un des ennemis farouches du cancer, vous savez, c'est le sucre. Mais cependant, le sirop d'érable semble causer moins de dégâts à l'organisme comparé aux autres types de sucre. Et pour protéger la peau, pour la santé de la peau, comme le sirop d'abeille, l'application externe du sirop d'érable permet de soulager les inflammations de la peau sèche, etc. Surtout quand combiné avec du yogourt ou bien du lait. C'est une alternative sûre au sucre raffiné, nous l'avons déjà dit, parce que les sucres raffinés produisent beaucoup de maladies telles que le syndrome inflammatoire du côlon et certaines infections vaginales et d'autres problèmes digestifs, alors qu'il y a plus de rassurance quand vous utilisez le sirop d'érable. Et le sirop d'érable est riche en vitamines et minéraux, et du manganèse, calcium, potassium, fer, zinc, etc. Une alternative sûre aux adoucissants et artificiels, comme pour aspartame ou on peut utiliser ou tout ce qu'on a dit, on met dans le sachet pitio. Des points blancs, c'est que laver. Alors, ça favorise le bien de poids, la fatigue, l'anxiété, la dépression, des difficultés d'apprentissage et même la perte de mémoire. Alors, là, utiliser et sirop d'érable là, c'est plus bon pour vous. Et le sirop d'érable renforce les effets et l'efficacité des antibiotiques, que ce soit au niveau de l'intestin, du vagin ou de l'estomac, il existe dans l'organisme des mauvaises bactéries et des bonnes bactéries. Alors, les antibiotiques constituent la solution idéale pour répondre à de nombreuses maladies causées par les bactéries. Mais le problème, c'est qu'en plus d'attaquer les mauvaises bactéries, les antibiotiques attaquent aussi les bonnes bactéries et les cellules saines. Lors associé, si on dérape avec antibiotiques au rapport, antibiotiques marchaient plus bien, donc plus efficace. Et songez que les informations divulguées au cours de cette rubrique ne sont à titre éducationnel et informatif seulement. Elles ne peuvent remplacer en aucune façon une séance de consultation médicale. Pour tous vos problèmes de santé, n'hésitez pas à nous contacter pour vos questions ou pour prendre rendez-vous à l'une de nos cliniques. Nos numéros de contact sont le 954 748 1747 et notre WhatsApp 3733 1376. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Pour une rubrique pareille, même heure, même fréquence, 70 AM, CJLV Radio Vertière, à l'heure de mon agent, mon comptable. Bonjour, docteur Jean-Yvon. Si je comprends bien, et on monde qui est diabétique et meurt sucre que le tas doit prendre, surtout on monde qui prend un petit café le matin, c'est à prendre un petit sirop d'érable à la place. C'est d'érable à boire parce que n'est pas tellement là, leur pénicilline. Parce que l'autre, notre kilo, puisque il n'est pas efficace, c'est pas bon, c'est noué, il y a leur pénicilline, et pénicilline, ça lui maintenant, il n'y a pas qu'à jouer le bagage, puis il vient créer une résistance à l'insuline, qui vient plus renforcer la caille. Eh bien, merci beaucoup, docteur Jean-Yvon. C'est vraiment tout ça nous avons gagné pour aujourd'hui là. Et nous connaissons, aujourd'hui, nous sommes obligés de changer l'horaire un petit peu parce que nous avons gagné candidat à la chefferie. Mais oui, d'accord. OK. Vladimir, on va te donner une autre question pour vous, docteur. Attends une minute. Docteur, généralement, sirop d'érable là, en fin de compte, vous recommandez le plus que tout l'autre sucre et vous parlez surtout pour les gens qui font diabète, qui principale différence ou bien dans qui mesure ou qu'a suggéré moun pour ta plus utiliser sirop d'érable que sirop miel? Alors sirop d'érable c'est même pas sirop d'érable là. Il y a presque même vertu. Antioxydant, moins glycémique, c'est bon. Seulement pas que la excès. Parce que ça on naturel lui-même. Parce que sur le sirop d'érable là, c'est des gens qui vont percer pour ça c'est très naturel, OK? Merci, docteur Jean-Yvon. Et à la semaine prochaine. Hein. Bye. Quelle émission aujourd'hui. Vladimir. T'es pas croyable, toi, tu sais ça. C'est toute une émission. En tout cas, quand même, nous avons eu le privilège d'avoir Dominique Anglade ici.
Nous avons eu Madoua également, Dr Jean-Yvon, c'est tout un privilège aujourd'hui. Donc j'espère que les auditeurs, auditrices et les amis de Facebook, YouTube maintenant, que j'espère que ils ont apprécié cette émission. Donc le mot de la fin, Vladimir. Ben, c'est sûr que on dit merci à Madame Anglade, puis avec tout son horaire chargé, elle a pu trouver du temps pour nous. On la remercie. Et puis, c'est une première qui ne sera pas une dernière, du moins, nous l'espérons. Et il faut qu'elle revienne pour parler au moins pendant quelque part en avril ou mai, un petit peu avant la fin de sa campagne. Et puis, bon, si les gens décident qu'elle sera la première femme à diriger le Parti libéral, les gens choisiront. Puis, si les gens finissent par l'aimer, qui sait, elle pourrait peut-être devenir la première future première ministre du Québec après Pauline Marois, bien sûr. En tout cas, on va lui dire quand même bonne chance. Bon, on lui souhaite bonne chance, effectivement. Et puis, salutations à tout le monde, à toute la gang. Les salutations habituelles, Vladimir. Effectivement, à toute la gang, Lélène et compagnie, et Willy, Stéphanie Casimir, Madoua qui était là, et puis, pas Lélène, mais Marcel, salutations. Bonjour, ainsi que à tous les fans de Facebook, des réseaux sociaux. Ben, c'est ça, comme pour Maschal, et puis Chantal Villegrin, on salue Chantal Villegrin, et Franceline Cadet, Cindy, et Jana, et Mélodie Alexis, on salue tous ces gens-là. Donc, c'est ça. À part de ça, Vlad? Eh bien, à part de ça, quelques mots de tête, mais ça peut aller. Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameubles. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareil électroménager, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameubles, c'est la solution. Megameubles, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameubles.com. Les productions RNF présentent le grand gala du printemps avec l'icône du groupe mythique Tabou Combo, Roger M. Eugène, alias Choubou. Pas attendre mourir pour honorer. Plus en forme que jamais, il interprétera ses plus grands succès. Artistes invités, Don Roro de Triomex, Lélène, Mackenzie Augustin. Samedi le 21 mars au complexe La Providence, 6566 Jarry Est, dès 20h. $50 à l'avance, $60 à partir du 21 février. Information 514-655-6111. 514-655-6111. Avec Prêt Auto La Caille Facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Waouh, Vlad, t'es donc bien beau. Vois-tu, ma chère, j'ai été me faire coiffer au salon de coiffure Sainte-Lucie. Alors, messieurs, vous avez besoin d'une coupe, d'un dégradé, d'une raie ou d'une finition? Chez Coiffure Sainte-Lucie, vous recevrez un service de qualité. Et à prix abordable pour petits et grands. Chez Coiffure Sainte-Lucie, messieurs, votre look avec JJ, un coiffeur hors pair, satisfaction garantie. Wap sorti à quel content? Coiffure Sainte-Lucie, une seule adresse, 2450 avenue Charland à Montréal. Un seul numéro à composer, le 514-903-8033. 514-903-8033. Et puis, c'est Coiffure Sainte-Lucie? Ha 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 ha! Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière,
une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. La saison des impôts approche et le moment est venu pour aller voir votre professionnel en fiscalité. J'en connais pas 150, je vous réfère à Jean-Garry Cadet Comptable. Jean-Garry Cadet Comptable, pour vos déclarations d'impôts, de TPS, TVQ, plan d'affaires, tenue de livre, un seul professionnel, Jean-Garry Cadet, cabinet comptable. 514-494-0098. Je répète, le 514-494-0098. Prêt auto Lacaille facile. Prêt auto Lacaille facile avec l'Hélène, animatrice ici même à Radio Vertière. Pour vos besoins de prêt, pour l'achat d'une nouvelle voiture, parce que l'hiver cette année est dur, vous avez besoin d'une auto qui est capable d'affronter l'hiver, eh bien, contactez l'Hélène. Pour la contacter, allez sur prêtautolacaillefacile.ca. Prêtautolacaillefacile.ca pour avoir la chance de prendre un rendez-vous avec l'Hélène. Vous cherchez un courtier immobilier, quelqu'un qui est capable de vous aider pour l'achat, la vente de votre immeuble. Que vous ayez un immeuble à revenu, une maison, un bloc appartement, un multiplex, je vous recommande Hugues Jean-Claude. Hugues Jean-Claude, courtier immobilier pour tous vos besoins en immobilier. Contactez Hugues Jean-Claude au 514-244-8045.